La campagne pour la mairie de Paris est en cours. Dans quelques jours, les Parisiens et Parisiennes iront dans les urnes pour élire celui ou celle qui reprendra les rênes de la capitale. Alors au journal étudiant On s'est dit que ce serait bien si on apprenait à connaître nos candidats et leurs listes. À 29 ans, il est enfant de Montreuil, enfant du 20e arrondissement, Sciences Piste et NARC. Il a travaillé pour une entreprise de jeux vidéo, pour le ministère de l'économie et des finances. Il enseigne aujourd'hui comme professeur en macroéconomie à Paris-Dauphine. Mais s'il est ici, c'est surtout en tant que candidat à la mairie du 20e et aussi porte-parole de Cédric Villani. Bonjour Ryan Lézard. Bonjour. Vous êtes candidat à la mairie du 20e et le 20e, justement, parlons-en. Le quartier de Charonne, aujourd'hui, a été élu par le Guardian le 8 février comme 10e quartier le plus cool du continent. Que reste-t-il à faire dans l'un des quartiers les plus cools d'Europe ? C'est un quartier qui se boboise, qui se gentrifie. Ça, c'est indubitable. C'est un quartier dans lequel s'est installée récemment une pizzeria qui est l'une des aussi les meilleures au monde, paraît-il, la pizzeria Pépé, rue Saint-Blaise. Néanmoins, c'est quand même un quartier où il y a beaucoup d'incivilité, un quartier dans lequel, comme dans tout Paris, il n'y a pas de police municipale, oui. Un quartier où, quand on attire des commerces, quand on attire des cafés, on attire aussi, bien sûr, parfois des détritus, des jets de mégots, et il faut des services de propreté dans le 20e comme dans tout Paris qui soient beaucoup plus efficaces. Et puis surtout, je dirais que si on regarde à l'échelle de l'ensemble de l'arrondissement, moi, ce qui me marque, j'ai grandi dans le 20e, je suis entre guillemets un enfant du 20e, j'ai grandi Porte de Montreuil, oui. Quelques pas du périphérique, j'habite à Belleville aujourd'hui. Ce qui me marque, c'est que c'est un arrondissement d'une extraordinaire mixité. Mais c'est aussi un arrondissement qui est en train de perdre cette mixité, qui chasse les classes populaires et les classes moyennes au-delà du périphérique, et un arrondissement dans lequel on a des populations qui, de moins en moins, vivent ensemble. Donc, sont tous ces défis qui sont liés à la culture, qui sont liés à ce qu'on peut faire pour que dans nos écoles, il y ait des enfants de toutes origines sociales qui soient dans les mêmes classes et qui réussissent ensemble. Tout cela, on va le faire à la fois pour le quartier Charonne et puis pour tout le 20e. Mais je ne veux pas qu'on ait simplement quelques quartiers qui réussissent et puis d'autres qui se transforment en ghetto populaire. Alors justement, vous me parlez de la mixité. Je vais reprendre un article du Monde qui est sorti le 27 janvier dernier et dans lequel on observait que Paris ne respecte pas la loi qui a été promulguée il y a 3 ans pour casser l'apartheid social. Seulement 8% des logements sociaux à Paris qui bénéficient aux familles très pauvres contre l'objectif qui était fixé de 25%. Vous dites défendre la mixité sociale à Paris. Quelles mesures souhaiteriez-vous mettre en place pour atteindre cet objectif de 25%? Deux mesures très concrètes. La première, 25 000 logements sociaux supplémentaires répartis dans tout Paris. Dans le 20e, pour en reparler un instant, il y a près d'un tiers de HLM. Je ne souhaite pas qu'on reconstruise encore des logements sociaux dans des quartiers où il y en a déjà beaucoup. En revanche, il y a des arrondissements qui peuvent faire indubitablement, là encore, des progrès. C'est le cas par exemple du 7e arrondissement, l'arrondissement de Madame Rachida Dati. Ensuite, dans ces 25 000, il faudra en réserver 3 000 pour les personnes en situation de grande précarité, notamment les personnes à la rue, sans abri, puisqu'on estime qu'il y a environ 3 000, peut-être un petit peu plus, de personnes à la rue aujourd'hui dans Paris. Et bien sûr, c'est intolérable. Dans une ville aussi riche que la nôtre, la capitale des Français, on ne peut pas continuer de majorité en majorité à tolérer qu'il y ait autant de personnes à la rue et de plus en plus des familles et des mineurs, et donc nous lutterons contre cela. Deuxième mesure très concrète, c'est qu'au sein de ces logements sociaux, il faut aussi voir quelle est la répartition, parce que vous avez 3 catégories de logements sociaux, en fonction des revenus des familles. Je ne rentre pas dans le détail, mais simplement pour simplifier les choses, vous avez presque 4 Parisiens sur 5 aujourd'hui, 3 sur 4, qui sont éligibles au logement social. La question, c'est que l'essentiel des demandes de logements sociaux, plus de 200 000 à Paris, portent sur des niveaux de loyer extrêmement faibles, puisque ce sont des personnes à très bas revenus. Et donc si on fait des logements sociaux uniquement pour les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures, on ne répond pas à la demande des classes populaires qui travaillent ou qui parfois n'ont plus la chance de travailler, qui sont tombés au chômage ou qui parfois sont retraités et donc ont bien sûr un peu moins de revenus que lorsqu'ils ou elles travaillaient. Si on ne répond pas à leurs demandes, alors on construit là encore une capitale d'héritiers, une capitale dans laquelle il faut aujourd'hui 2 salaires de cadre pour acheter. Ce Paris-là, nous n'en voulons pas. Nous voulons retrouver un Paris de la mixité, un Paris solidaire, un Paris dans lequel, quand on travaille, on doit pouvoir se loger. Et donc, ce Paris-là, pour revenir sur ce que vous dites, vous avez également un objectif qui est très concret, qui est celui du Grand Paris, qui a été développé et dont on a énormément parlé durant cette campagne. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelles sont, selon vous, les conséquences que ce Grand Paris peut avoir sur la banlieue? Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est que d'ici 2030, on souhaite élargir, agrandir Paris aux 22 communes limitrophes. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le sens de l'histoire. On a parlé tout à l'heure du quartier de Belleville, et à 160 ans, Belleville n'était pas dans Paris. C'est un quartier qui a rejoint la capitale en 1860, lorsqu'il y a eu cet agrandissement.
et qui aujourd'hui a gardé son âme, son identité, sa singularité. Je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui que Belleville n'est plus Belleville. Et donc, et puis, évidemment, l'habitat a été rénové, il y a beaucoup moins de logements insalubres que par le passé, fort heureusement. Mais on a gardé cette singularité. Ce qui veut dire que Paris est capable d'intégrer des quartiers, d'intégrer demain des communes qui deviendront de nouveaux arrondissements de Paris. À cela, néanmoins, je vois deux conditions. La première condition, c'est que d'ici 2030, il faudra bâtir la confiance, ce qui aujourd'hui a été rompu entre la capitale et sa banlieue. Bâtir la confiance, ça veut dire que Cédric Villani, s'il est élu maire de Paris, il investira 300 millions d'euros avec les communes limitrophes dans des projets communs. Ça veut dire des logements abordables, ça veut dire des places en crèche, ça veut dire des espaces verts, ça veut dire ce réseau de pistes cyclables qu'on appelle le vélopolitain et qu'on appelle de nouveau depuis tant d'années quand on pratique le vélo. Et donc tous ces projets, on les décidera ensemble, on les mènera ensemble et Paris prendra sa part sur le financement. Ce sera très concret, même avant l'agrandissement de Paris, on aura donc un niveau de qualité de vie et d'accès aux services publics qui sera beaucoup plus harmonisé entre Paris et sa banlieue. Et puis la deuxième condition que j'y vois, c'est qu'aujourd'hui on a une organisation dans Paris qui est assez peu démocratique au fond, où les maires d'arrondissement, et je postule à cette belle fonction, mais les maires d'arrondissement ont peu de pouvoir. Et donc il faut redonner aux maires d'arrondissement des compétences sur la voirie, sur la gestion des plans de propreté, sur la gestion de l'urbanisme par exemple, en complément de ce qu'ils ou elles font déjà sur les cantines scolaires, l'attribution des places en crèche et d'autres compétences. À cette condition, si on décentralise des pouvoirs dans Paris, on sera capable de dire demain aux maires des communes limitrophes, vous deviendrez des maires d'arrondissement, mais vous garderez des compétences significatives et vous serez des partenaires indispensables de ce nouveau Paris. Voilà le projet qu'on essaye de bâtir et on se donne 10 ans parce que c'est la bonne échelle de temps pour y parvenir. D'accord. Donc finalement, l'objectif, ce serait de permettre aux maires d'arrondissement d'avoir plus de pouvoir pour être en mesure d'intervenir directement et plus rapidement sur les arrondissements. Ce serait ça l'objectif. Bien sûr. D'accord. Alors j'ai une autre question par rapport à l'énergie, surtout par rapport à l'optique d'une neutralité carbone en 2050. On sait tous maintenant plus ou moins que la décennie 2020-2030, elle va être décisive. Il faudrait notamment réduire de 25% les émissions et les consommations énergétiques de Paris. Le fait de vivre en métropole, ça a un impact terrible sur l'écologie. Donc avoir 25% d'énergie renouvelable dans la consommation d'ici 2020 par rapport à 2004, ainsi que de se passer du carburant fossile et du fioul domestique. Ma question, elle est toute simple. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour en arriver là ? Un constat qu'on va partager et 3 propositions pour y parvenir. Premier constat, c'est que les sciences, les rapports, notamment ceux des experts du GIEC, sont implacables. On a peut-être 10 ans pour agir. Après, il sera trop tard. Donc notre génération a une tâche historique. C'est maintenant qu'il faut protéger la planète et le faire de manière significative. 3 propositions pour créer le Paris qui sera demain la première métropole au monde zéro carbone. C'est le projet de Cédric Villani. Ça s'articule d'abord autour d'un plan de financement. 5 milliards d'euros pour le climat. C'est la première des priorités en termes d'investissement dans notre plan de financement. C'est 2 fois plus que ce qui a été fait par la majorité sortante. Donc on voit bien quel est l'ordre des priorités pour ce qui nous concerne. Ça permettra de financer quoi ? D'abord, de multiplier par 10 le rythme de rénovation des logements. Ça a été dit par l'Agence parisienne du climat, par exemple. Si on veut respecter les accords de Paris, la COP21, il faut accélérer, passer de 4 000 rénovations par an à 40 000 par an. Sinon, on n'y arrivera pas à cette neutralité carbone que vous avez justement rappelée. Deuxième priorité, les mobilités. Bien sûr qu'il faut réduire la place de la voiture individuelle. On est tous d'accord. Simplement, il faut le faire avec méthode et il faut le faire en proposant des alternatives. Moi, ce que je reproche à Anne Hidalgo, c'est pas d'avoir cherché à développer le vélo. Je suis usager, entre autres, du vélo. Mais c'est d'avoir fait les choses sans organisation et sans hiérarchie de l'espace public. Quelle est la première des manières de réduire la voiture, notamment quand on pense qu'un déplacement sur 2 automobiles dans Paris est un échange avec la banlieue ? Ben, c'est tout simplement en développant le réseau de transport en commun, notamment dans Paris, mais aussi à l'échelle du Grand Paris. Donc ce que nous proposons, c'est d'automatiser 3 lignes de métro supplémentaires, les lignes 7, 8 et 13, pour qu'à l'issue du mandat de Cédric Villani, la moitié des déplacements en métro dans Paris soit sur des lignes automatisées, ce qui voudra dire entre 20 et 50% de capacité de trafic en plus. Donc des gens qui concrètement pourront se dire, moi demain, je vais travailler dans Paris, j'habite à Saint-Ouen, j'habite à Montrouge, j'habite à Montreuil, eh bien j'aurai plus à prendre la voiture, je pourrai le faire en métro parce que ce sera plus confortable, ce sera plus régulier et il y aura plus de fréquences. Et par ailleurs, on aura le Grand Paris Express qui va arriver au cours du prochain mandat du maire de Paris. C'est-à-dire qu'on va étendre ces lignes et créer même de nouvelles lignes de métro, pour certaines automatisées. Donc on a la chance, dans le mandat qui vient, sur les mobilités, de faire un pas décisif et de changer d'échelle en réduisant l'usage de la voiture individuelle dans Paris et en dehors de Paris. Troisième sujet, et j'en termine par là, sur l'alimentation.
On y pense assez peu, mais l'alimentation, c'est 20% de nos émissions de gaz à effet de serre à Paris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les aliments que vous avez dans votre assiette parcourent en moyenne plus de 600 km avant d'arriver. Donc en fait, c'est une empreinte carbone, très concrètement, parce qu'on importe, même quand on fait du bio d'ailleurs, on peut l'importer de l'étranger, voire d'autres continents. Il y a des poires qui viennent d'Argentine parfois, dans ce qu'on mange dans des cantines ou dans des restaurants. Donc ce que nous proposons, c'est que la ville de Paris adhère à une plateforme qui s'appelle AgriLocal et qui met en relation des cantines scolaires ou des EHPAD ou d'autres établissements publics avec des producteurs locaux. Et donc on souhaite comme cela parvenir, à l'issue du premier mandat de Cédric Villani, à 50% de circuits courts dans la restauration collective publique de la ville, pour donner l'exemple et pour faire en sorte que les 30 millions de repas qui sont servis chaque année dans les cantines scolaires, les EHPAD et la restauration collective de la ville soient à moitié issus de circuits courts. Ça permettra aussi de développer les exploitations agricoles et donc l'économie agricole d'Île-de-France. Donc c'est aussi une manière de concilier économie et écologie. Et justement, par rapport aux repas, que faire concrètement par rapport aux étudiants parisiens qui sont dans une situation très précaire financièrement et qui ne peuvent pas s'alimenter ou qui n'ont pas les moyens de s'alimenter? Est-ce qu'il y a des mesures pour eux aussi? Il y a deux sujets. Il y a le sujet du pouvoir d'achat qui est plus large, je vais vous en parler, mais qui dépasse évidemment l'action de la mairie de Paris. Il y a le sujet ensuite de la qualité de l'alimentation. La qualité de ce qu'on mange dans les crousses, comme la qualité de ce qu'on mange dans les cantines scolaires avant le baccalauréat. Donc pour moi, les deux sont liés. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va adhérer à une plateforme, je dis ça parce que la ville n'est pas compétente à l'égard des crous, elle n'est pas compétente à l'égard des universités, bien sûr, c'est pas nos pouvoirs. Paris, mais ça veut dire que si on montre l'exemple qu'une collectivité publique peut le faire sur les crèches, sur les écoles primaires, sur les collèges, parce que c'est là où on a une compétence, la ville de Paris, et ben demain peut-être qu'on embarquera la région, peut-être qu'on embarquera l'État dans cette politique globale. Regardez la loi, par exemple, Egalim, qui a été votée il y a quelque temps au Parlement. Elle fixe des objectifs ambitieux en matière de circuits courts. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Il ne suffit pas de mettre des chiffres dans la loi, il faut les traduire très concrètement sur le terrain. Et ça, c'est le rôle des élus locaux. Ensuite, sur le pouvoir d'achat des étudiants, on a la chance, en France, d'avoir une éducation supérieure, je ne dis pas gratuite, mais quasiment gratuite, à l'université. Ce n'est pas le cas dans les grandes écoles. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on développe un système de bourse qui fasse en sorte qu'on puisse, quelles que soient ses origines, sociales, culturelles ou autres, accéder à des études d'un certain niveau en fonction de ses capacités et en fonction simplement aussi de ses notes, à la fois au baccalauréat et par la suite en licence par exemple. Moi j'ai eu la chance d'arriver à Sciences Po en master, j'ai passé le concours pour y rentrer en master. Je dis franchement, s'il n'y avait pas eu les bourses qui par ailleurs à Sciences Po sont doublées pour les étudiants boursiers, j'aurais pas pu faire ces études-là, j'aurais pas pu payer les frais d'inscription. Donc il faut conserver au niveau de l'État. On dépasse là le cadre de la mairie de Paris, mais c'est une conviction personnelle. Je crois que c'est celle aussi de Cédric Villani. Il faut conserver cet accès à l'enseignement supérieur, mais il faut aussi l'ouvrir dans les grandes écoles et avoir probablement beaucoup plus de boursiers qu'aujourd'hui. D'accord. Alors par rapport aux positions justement de Cédric Villani, il ambitionne, il l'a dit, de devenir le premier maire écologiste de la ville. Il a notamment dit que l'écologie sera servie par la science et la technologie. C'était début septembre à Bourdin. Sauf que donc, cette déclaration, suite à cela, on a notamment eu des votes très importants, dont le vote du glyphosate, et il s'est abstenu à l'Assemblée pendant ce vote. Moi, je voudrais connaître la position, la vôtre, celle de Cédric Villani aussi, votre position sur le glyphosate. Alors que ce soit sur le glyphosate ou le CETA, il y a eu ces débats-là. Moi, ce que je sais, parce que je ne suis pas député, donc je ne peux pas m'exprimer en tant que parlementaire, je peux le faire en tant que citoyen, en tant qu'enseignant en économie, évidemment. Oui. On a tous un avis sur ces sujets. Ce que je sais, c'est qu'il ne suffit pas, encore une fois, de décréter les choses. S'agissant du CETA, par exemple, c'est quelque chose comme 0,1% du commerce international. Ce n'est pas les échanges entre l'Union européenne ou la France et le Canada qui vont drastiquement changer la donne au plan climatique. Le CETA, c'est un accord qui a été négocié sous les quinquennats précédents, qui a été signé par François Hollande. C'est une majorité de gauche. Aujourd'hui, des gens qui disent que c'était une infamie d'avoir fait le CETA. Bon, il se trouve que quand vous êtes député, vous arrivez, on vous demande d'autoriser la ratification d'un traité qui a été négocié avant vous. Vous avez assez peu de marge de manœuvre, ce qui d'ailleurs au plan démocratique est un problème. C'est-à-dire que les parlementaires européens, j'avais écrit un livre qui s'appelait Génération Europe il y a quelques mois, dénonçaient le fait que les parlementaires européens n'ont aucune place, en tout cas très peu de place, dans la négociation des accords commerciaux. Pour moi, c'est la bonne échelle. Les parlements nationaux, ils arrivent en fin de course. Le débat politique, il doit avoir lieu, je pense, d'abord au niveau du Parlement européen. Ensuite, sur le glyphosate, c'est un peu le même sujet d'échelle. C'est-à-dire que si la France sort seule du glyphosate, il va falloir de toute façon le faire. Mais la question, c'est le rythme, c'est les alternatives et avec quels autres partenaires européens on le fait. Parce qu'il faut quand même aussi conserver une agriculture française. Quand je vous parlais tout à l'heure de circuits courts, s'il n'y a plus d'agriculteurs locaux,
notion de circuit court, elle n'existe plus. Et donc on importera des produits d'ailleurs avec une empreinte carbone. Donc il faut mener les choses avec le bon rythme, la bonne détermination. Ce qui est certain, c'est qu'il faut sortir du glyphosate le plus vite possible. Je ne suis pas expert du sujet, je ne sais pas si c'est possible en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, mais le plus vite possible, c'est certain, en accompagnant les agriculteurs pour qu'ils aillent sur des alternatives. Donc la position, c'est contre le glyphosate? Évidemment. D'accord. Selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement qui a été publié en juillet 2019, la France est parmi les 2 plus gros émetteurs de particules fines générées par la combustion dans le réseau domestique. Donc plus les particules sont fines pour un même poids et plus la surface du dépôt va être importante, donc elle va s'introduire dans notre corps pour y rester beaucoup plus facilement. Les particules fines, elles contribuent aux maladies, elles contribuent à 48 morts prématurées annuelles, donc c'est quand même quelque chose. La pollution de l'air, elle est la 3e cause de mortalité évitable en France, après le tabac et l'alcool. C'est le 3e pays où les particules sont les plus destructrices. Pour respecter les engagements de réduction de l'Union européenne de pollution pour 2030, les particules fines devront être réduites de 36% par rapport aux chiffres qu'on a enregistrés en 2017. Que fait-on des particules fines? Alors il y a le secteur privé, il y a le secteur public. Sur le privé, ça veut dire moins de voitures diesel. Et à vrai dire, ça veut dire qu'en 2024, c'est l'engagement de Cédric Villani, il n'y aura plus de voitures à diesel dans Paris. Ça a été voté dans le plan climat actuel, mais il faut le mettre en œuvre. Et on en revient à ce débat sur les alternatives, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Si on veut que les personnes puissent prendre autre chose que la voiture individuelle, il faut leur proposer d'autres modes de transport. Ça concerne aussi le secteur public, parce qu'on en parle peu, mais il y a un grand nombre de bus dans Paris qui sont toujours avec les énergies thermiques, que ce soit le diesel ou l'essence. Et donc d'ici 2030, il faut aussi basculer l'ensemble du parc de bus sur à minima l'électrique, qui est une énergie de transition, et à moyen terme, il faudra basculer à l'hydrogène. On a prévu un plan hydrogène de 50 millions d'euros dans notre budget d'investissement, pour justement que la commande publique de la ville de Paris puisse aider à soutenir une filière. Et par exemple, il y a ces petits bus, je ne sais pas si vous les connaissez, qui sont les traverses dans Paris. Il y a 6 lignes de traverses, qui sont des bus, alors notamment empruntés par les personnes âgées, parce qu'elles passent assez peu dans la journée. Il y a peu de monde, c'est des bus avec 10-12 personnes, mais qui ont une utilité et qui, par ailleurs, ont aussi une empreinte carbone. On souhaite les basculer totalement à l'hydrogène d'ici la fin du mandat, et de même essayer d'embarquer la totalité des bus, peut-être pas d'ici 2026 totalement à l'hydrogène, on passera par de l'hybride et de l'électrique, mais en tout cas à terme, il faudra le faire. Ensuite, sur ce que vous avez évoqué, les chaudières à fioul. Oui. Aujourd'hui, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre dans Paris. 8%. C'est juste énorme. Et donc on a là aussi prévu le remplacement de la totalité des chaudières à fioul dans Paris, et avec un objectif, enfin des moyens adaptés, c'est-à-dire une aide pour le financement, notamment pour les ménages modestes. Parce qu'il ne suffit pas, là encore, de proclamer des grands objectifs, il faut le faire en matière climatique. J'ai commencé tout à l'heure en disant, et vous l'avez dit aussi, qu'on avait 10 ans pour agir. Mais il faut se donner les moyens. Et c'est là où, au-delà, puis tout à l'heure je vous égrène des propositions, des mesures du programme, au-delà il y a aussi la méthode. La méthode Villani, c'est regarder les faits de manière rationnelle, sans avoir des lunettes idéologiques ou dogmatiques, en l'occurrence de se dire qu'on a 10 ans pour agir, de voir quels sont les secteurs, le logement, les mobilités, l'alimentation, c'est là qu'est la clé, et ensuite de voir quel est le chemin pour y parvenir. C'est quelqu'un qui veut mettre les nouvelles technologies, l'innovation, qui veut mettre les apports de la science au service de l'humanité. Je crois que c'est la raison pour laquelle il s'est engagé en politique en 2017, et c'est la raison pour laquelle il se présente aujourd'hui, pour le 15 mars prochain, au suffrage des Parisiennes et des Parisiens, parce qu'il souhaite que cette capitale devienne, une fois encore, la première capitale, la première métropole zéro carbone au monde. C'est la raison pour laquelle vous le suivez dans cette démarche aussi? Moi, je l'ai rencontré en début 2018. J'étais sous ma casquette de haut fonctionnaire à ce moment-là. J'étais dans les groupes d'experts qui travaillaient sur son rapport sur l'intelligence artificielle. Je le connaissais de réputation, je ne le connaissais pas personnellement. Je me doutais que c'est un homme évidemment brillant, très intelligent, pour avoir eu la médaille Fields, entre guillemets, le prix Nobel de mathématiques en 2010. Mais surtout, j'ai découvert l'intelligence humaine derrière. C'est que c'est quelqu'un qui, bien qu'autour de la table, il y avait des communautés très différentes, les scientifiques, les économistes, les fonctionnaires, qui n'ont pas du tout les mêmes repères, les mêmes cultures de travail, il a réussi à faire travailler tous ces gens ensemble. Il a réussi à produire un rapport qui a suscité l'unanimité, qui a inspiré la Commission européenne comme le gouvernement français pour leur stratégie sur l'intelligence artificielle, et qui a été l'un des premiers à mettre sur la table les apports
de l'intelligence artificielle pour la santé. Comment est-ce que demain on va réussir à faire des diagnostics en temps réel avec de l'IA et que derrière les médecins pourront se concentrer sur l'interaction humaine. Évidemment, en matière climatique, comment est-ce qu'on peut améliorer les capteurs de la pollution, par exemple les particules fines. On sait que 100% de nos écoles à Paris sont à des seuils d'exposition aux particules fines supérieurs à toutes les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc mieux mesurer. Comment est-ce qu'ensuite l'intelligence artificielle peut nous aider dans le quotidien ? Sur la propreté, on propose par exemple d'avoir des capteurs qui cartographient les déchets, les dépôts sauvages dans la ville et qui en temps réel soient reçus par les agents de propreté. Donc les agents de propreté auront demain avec Cédric Villani comme maire de Paris un nouvel outil et pourront intervenir de manière beaucoup plus réactive, beaucoup plus efficace pour nettoyer les rues. Tout cela, il l'a déjà évoqué, souligné dans son rapport. Mais ensuite, ce que lui apporte aussi sur la méthode, c'est qu'il dit voilà les limites éthiques qu'il faut poser. Les limites éthiques, pas de reconnaissance faciale par exemple. Des limites aussi dans les thématiques qui doivent voir le développement des nouvelles technologies, pas dans le domaine de la défense par exemple, pas dans le domaine de la sécurité. Donc c'est toujours les technologies pour le bien commun, pas les technologies pour le profit privé ou pas les technologies pour un pouvoir qui serait autoritaire. D'accord. Alors je voudrais une question un peu plus personnelle. Maintenant que vous êtes lancé en politique, que vous suivez donc Cédric Villani, est-ce que vous avez une référence, ça peut être un livre, ça peut être un courant, ça peut être une personnalité, en termes de politique, surtout par rapport à la ville de Paris ? Alors, ce n'est pas par rapport à la ville de Paris, mais je dirais qu'une des personnalités politiques qui m'ont le plus inspiré ces dernières années, c'était Barack Obama. Pas simplement le fait qu'il vienne d'une minorité, même si, bien évidemment, c'était à l'échelle de l'histoire américaine quelque chose non seulement d'inédit, mais qui disait beaucoup des évolutions de la société américaine, qui malheureusement peut donner le sentiment de régresser à certains égards, mais aussi pour son rapport à l'engagement politique. C'est quelqu'un qui était à Chicago, dans les quartiers pauvres de Chicago, comme engagé, entrepreneur social, on dirait aujourd'hui, qui a fait des études de droit à Harvard, qui a dirigé la revue de droit à Harvard, qui est quand même une sommité, et qui est devenu sénateur et qui ensuite s'est présenté à la présidentielle, avec toujours l'idée de partir du terrain, partir de la base, partir de ses engagements, de ses principes, pas partir d'un grand appareil politique, pas partir d'une idéologie ou d'un dogme, et de mettre au service de la société cet engagement et de faire en sorte qu'on réussisse aussi à retrouver la confiance. Moi, on terminait par là, mais ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui dans la campagne que nous menons à Paris, c'est notamment dans les quartiers populaires, pas seulement, mais notamment, le nombre de personnes qui me disent « Ah non, mais je vote pas ou je vote plus ». Et quand on discute avec elles, la première chose que je leur dis, c'est « Mais comme je vous comprends, comme je comprends cette défiance, le nombre de jeunes qui simplement ne s'intéressent pas au débat public. » Et je leur dis une chose, je vous comprends, mais si vous ne vous y intéressez pas, d'autres prendront les décisions à votre place. Or, les décisions qui sont prises aujourd'hui, tout ce qu'on a évoqué sur le climat, ça concerne qui ? Ça concerne au premier chef les futures générations. Donc, vous devez prendre vous-même le pouvoir. Je ne fais pas cette campagne avec Cédric Villani pour donner le pouvoir à un appareil, à un parti politique national ou à des idéologies. Je fais cette campagne pour que les citoyens de cette ville se réapproprient le pouvoir. En cela, d'une certaine manière, et bien sûr de manière très modeste, chacun à sa place et chacun dans sa société, mais ce qu'a réussi à entraîner comme espoir Barack Obama dans la société américaine, je crois, est un exemple pour nous, pour ce que nous faisons aujourd'hui à Paris. D'accord. Alors j'ai une dernière question. Comme j'ai dit tout à l'heure, la campagne à la mairie de Paris est en cours et c'est une campagne dans laquelle tous les coups sont permis. Après ce qui vous est arrivé en 2018, après l'affaire Griveaux, est-ce qu'aujourd'hui, la politique, elle est devenue violente, surtout en France et notamment avec Internet ? Elle ne l'est pas devenue, elle l'est. Elle l'est ? Elle a toujours été ? La politique, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, la politique, c'est quelque chose de violent. Mais ce que j'évoquais juste à l'instant, la défiance, la méfiance des citoyens à l'égard des politiques, elle est aussi très violente. On a vu ces dernières années, ces derniers mois, des manifestations devenir des moments d'extrême violence, de part et d'autre par ailleurs, avec parfois des comportements de policiers qui n'étaient pas dignes d'une police républicaine, des comportements de personnes qui se disaient manifestantes qui n'étaient pas dignes de la liberté de manifester. Cette violence politique, elle est là dans notre société, elle est là aux États-Unis, elle est là en Italie, elle est là en Allemagne, on a vu encore il y a quelques jours ce qui s'est passé là-bas, qui était évidemment une tragédie. Notre réponse à cette violence, elle doit être de la transformer en moteur de changement. Moi, j'ai ressenti beaucoup de colère à l'égard des politiques quand j'étais jeune. Je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui nous écoutent ou qui sont dans les universités françaises ou qui ne sont pas à l'université ressentent cette colère en se disant « ils ne me représentent pas, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous comprennent pas, ils ne nous connaissent pas ». Je leur dis simplement une chose, peut-être pour une grande partie des politiques, mais saisissez-vous justement de cette chance.
Nous sommes une démocratie. On a des élections locales. C'est le bon échelon pour s'engager. C'est le bon échelon pour changer les choses dans son quartier, dans son arrondissement, dans sa commune. Et ce que je dis vaut, évidemment, je pense au-delà de Paris. Et donc transformer cette colère, cette violence qui existe en effet dans le monde politique, mais qui existe dans la vie des gens, dans la vie sociale, transformer-la en moteur de changement, et de changement positif. Si je n'avais qu'un message, ce serait celui-ci. D'accord. Merci Ariane Nézard d'avoir été avec nous. Et merci aussi à toute l'équipe de On qui était derrière cette interview. Il y avait Céline Leca dans la préparation des questions et aussi à la technique. Il y avait Mélissa Sétain à la réalisation. Merci à la Maison des Initiatives étudiantes et à Antoine de nous avoir aidés dans la préparation de ce studio et de cette interview. Très bonne journée à tous.